astronomiques. Et donc, nos ancêtres vont s'attarder à tenter, une fois la frayeur passée, est-ce qu'on est capable de prévoir quand ça va se reproduire? Et donc, ils vont consigner, dans toutes les cultures, on va consigner méthodiquement tous les phénomènes astronomiques bizarres, que ce soit l'apparition d'une comète, une éclipse de soleil, une éclipse de lune. On va consigner ça. Et éventuellement, du côté des Babyloniens, on va découvrir qu'il y a une récurrence, un cycle au phénomène des éclipses, tant de lune que de soleil, que l'on appelle le cycle du Saros. Ce cycle est lié à la manière dont la Terre tourne autour du Soleil, l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, la manière dont la Lune tourne autour de la Terre, l'inclinaison du plan orbital de la Lune autour de la Terre. Je vous passe les détails, là, mais il y a un cycle, et ce cycle est d'une durée, c'est quand même fort, là. On parle de, n'est-ce pas, un ou deux millénaires avant le Christ, mais ils sont arrivés à mesurer une récurrence de 6585 jours et un tiers, n'est-ce pas? Ce qui correspond à 18 ans, 11 jours et 8 heures, à quelques poussières près. Ils ont réussi, en consignant précisément les éclipses, de remarquer qu'il y a une récurrence. Et donc, c'est ce qui va permettre de commencer à prédire, avec un succès plus ou moins grand, le cycle des éclipses, particulièrement les éclipses de soleil. Alors, vous avez ici un exemple là, de ce que j'appelle le cycle du Saros. Ce sont des éclipses qui se sont produites entre 1901 et allant jusqu'à 2045. Mais vous pouvez voir, par exemple, la ligne du bas ici, là, il y a eu une éclipse le 18 mai 1901 au nord de l'Australie, donc en Indonésie. C'est suivi 18 ans, 11 jours et 8 heures plus tard d'une éclipse le 29 mai 1919 ici. Là, faites le calcul, c'est bel et bien ça. Vous avez 18 ans, 11 jours, puis le 8 heures, bien, c'est un tiers de rotation de la Terre, n'est-ce pas? Donc, c'est 120 degrés de longitude différents. Puis, vous voyez ensuite, 1937, 8 juin, encore une fois, 18 ans, 11 jours, 8 heures. Donc, ils arrivent à déterminer ce cycle du Saros, et donc, ils savent que des éclipses vont revenir ici. Et donc, vont revenir plus ou moins régulièrement. Donc, à partir de ce moment-là, la crainte des éclipses commence à disparaître un peu, à partir du moment où vous êtes capable de le prévoir. C'est un accomplissement remarquable là, de la pensée humaine, n'est-ce pas? D'être capable de s'abstraire de « c'est la colère des dieux, c'est un monstre », à tenter de voir une régularité qui est probablement liée à un phénomène naturel. Et donc, on va voir apparaître différents instruments pour prédire les éclipses. Alors ici, un bel exemple, c'est ce qu'on appelle la machine d'Anticythère. Anticythère, c'est une petite île en bordure de la Grèce ici. On a retrouvé des fragments d'un mécanisme ici. Vous avez ici une reproduction contemporaine. Donc, on a retrouvé ça au début du 20e siècle. En remontant puis en lisant correctement les inscriptions, on s'est rendu compte que cet instrument pouvait prévoir la position des objets dans le ciel, la Lune, le Soleil et les éclipses. La machine d'Anticythère est attribuée à soit Archimède, Hipparque ou Posidonius, donc aux alentours de 200 ans avant Jésus-Christ. Ça veut dire qu'à cette époque, on avait déjà un calendrier précis. Quand je vous dis que nos ancêtres là, étaient de bons observateurs du ciel, c'est un bel exemple. Ptolémée va poursuivre tout ce travail, va produire un immense ouvrage en 150 en 150 de notre ère, un immense ouvrage qui s'appelle l'Almageste, qui compile les tables, les éphémérides, n'est-ce pas? Donc, les tables de position de la Lune, du Soleil, des étoiles dans le ciel. Il va donner la liste des étoiles brillantes. Cet ouvrage va faire école là, pendant presque 15 siècles. Ça va être modernisé, amélioré grâce au travail d'astronomes qui, on comprend bien, travaillent sans télescope, n'est-ce pas, à l'œil. Donc, et tout ce qu'on fait, c'est qu'on mesure la hauteur des objets au-dessus de l'horizon. On a des espèces de grands cadrans là, qui permettent de mesurer des angles, la position dans le ciel, qu'est-ce que l'on voit. Donc, on va compiler comme ça des éphémérides, tout ça en s'inspirant des travaux de Copernic. Alors, vous avez ces tables là, que vous pouvez voir. Et c'est ce genre d'ouvrage
dont disposait Christophe Colomb dans la petite histoire que je vous racontais, c'est ce genre d'ouvrage. Donc, on a une série de calculs et on peut prédire quelques années, quelques dizaines d'années à l'avance les événements importants qui vont survenir ici. Ça s'est fait du côté des Mayas. Vous aviez d'immenses livres ici là, qui étaient repliés. On appelait ça des codex. Puis vous avez ici, entre autres, dans le codex de Dresde. Dresde, c'est la ville en Allemagne là, où cet ouvrage est entreposé et montré. Là. Alors, vous avez ici le symbole pour le Soleil, le symbole pour la Lune ici. Et donc, ils arrivaient, eux aussi, à prédire, plus ou moins correctement, au moins les saisons d'éclipse, ici, même si ils n'avaient pas une grande précision sur l'endroit où on verrait une éclipse totale. Quand je parle ici de saison d'éclipse, ce n'est pas au sens de été, automne, hiver, mais c'est au sens du calendrier. Les éclipses sont regroupées dans une année en 2 périodes qui sont séparées d'à peu près 6 mois. Pas tout à fait, là, 5 mois et quelque chose. C'est lié au cycle du Saros. Et donc, éclipse de soleil dans une semaine. La semaine avant, 2 semaines avant ou 2 semaines après, il y aura une éclipse de lune. N'est-ce pas? Parce qu'évidemment, c'est toujours une question d'alignement. Hein? Le soleil, la lune, la terre, le soleil, la terre, la lune. Là. Alors, si les 3 sont parfaitement alignés, on a éclipse de soleil ou éclipse de lune. Et donc, 2 semaines avant ou 2 semaines après, on a une éclipse de soleil, on a une éclipse de lune. Et les mêmes conditions se reproduisent environ 6 mois plus tard. Donc, quelque part à l'automne, il faut que je fasse le calcul dans ma tête, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Donc, quelque part en octobre, il y aura éclipse de soleil, quelque part sur la Terre, et éclipse de lune aussi. Donc, on a des saisons, et ça se décale un peu, le cycle du Saros, là, etc. Mais donc, les Mayas vont faire ça, puis eux aussi, bien, demain, c'était un jaguar, donc comment on fait peur à un jaguar? Bien, on crie fort, on a des casseroles, là. J'ai des visions de Pauline Marois tapant sur une casserole quand je pense à ça, ici. Ça m'est venu comme ça, ici, là-dedans. Bon, évidemment, avec tous ces travaux qui se sont accumulés, particulièrement en Occident, sur des siècles, voire des millénaires, éventuellement, avec la connaissance du mouvement des planètes, la théorie de la gravitation universelle de Newton, bien, on arrive éventuellement à calculer précisément le moment des éclipses. Et donc, par exemple, ici, Edmund Halley, là, qui en plus d'avoir une comète à son nom, va être le tout premier à faire une prédiction assez précise d'une éclipse totale du Soleil qui passe au-dessus de l'Angleterre en mai 1715. À 4 minutes près, il a réussi à calculer le moment de la totalité de l'éclipse. Ce qui est quand même remarquable là, à cette époque. Donc, on voit à ce moment-là qu'on comprend bien la mécanique du ciel, n'est-ce pas? C'est ce qui va lui permettre aussi éventuellement de prédire le retour de la comète qui porte son nom. Mais donc, à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien d'effrayant au phénomène des éclipses. Et pourtant, n'est-ce pas? Il y a encore plein de mauvais présages ici. Vous en voyez toute une série. Les éclipses solaires totales produisent des rayons nocifs pour provoquer... Vous les connaissez, n'est-ce pas? J'aime bien celle-là. Si vous êtes enceinte, vous ne devriez pas regarder une éclipse car ça pourrait nuire à la santé de votre bébé. Les éclipses empoisonnent toute la nourriture préparée pendant l'événement. Et c'est la nourriture préparée, pas celle dans le réfrigérateur, pas celle dans le garde-manger, pas celle à l'épicerie. C'est celle que vous préparez pendant l'événement, n'est-ce pas, ici. Les éclipses sont annonciatrices de quelque chose de grave sur le moins de ce point de se produire. Les éclipses solaires prédisent des changements, des événements majeurs dans la vie sur le point de se produire. Les éclipses solaires, 6 mois après votre naissance ou le jour de votre anniversaire, on ne prend pas de chance ici, là, c'est dangereux. Okay? Alors, moi, je suis très embêté. Ma fête, c'est le 13 avril. Là, je ne sais pas quoi faire avec ça, là, ici. C'est quasiment pile poil, là. Donc, c'est assez fou de constater qu'il y a encore aujourd'hui ces histoires un peu étranges au sujet des éclipses. Bon, je me lancerai, partez-moi pas là-dessus, là, mais je veux dire, tout ce qui arrive avec... on garde l'école ouverte, on ferme l'école, on les garde en dedans, on les laisse dehors. Je dis, je ne comprends rien là-dedans, mais c'est certainement un reflet en partie de ce genre de choses. Bon, ça c'est pour les éclipses.
il me reste quelques minutes. Je vais vous parler d'une éclipse particulière, et ce n'est pas celle du 8 avril, mais une éclipse qui a joué un rôle très important dans toutes nos vies ici. Cette éclipse, elle est liée à ce monsieur. Lui, il n'a pas besoin de présentation. Il y a à peu près un siècle, 1915-1916, Albert Einstein va publier sa théorie de la relativité générale. C'est une extension de ses travaux précédents qui datent de 1904-1905, de la théorie de la relativité dite restreinte maintenant, n'est-ce pas? La théorie de la relativité d'Einstein, et surtout la théorie de la relativité générale d'Einstein, c'est une amélioration sur les travaux de Newton. C'est une autre façon de décrire le phénomène de la gravité, une façon différente et qui est plus précise. Évidemment, éminemment plus complexe à faire, là, à traiter. Là. Et je vous le dis, là, on lance des sondes spatiales dans l'espace, n'est-ce pas? On les lance vers Mars, puis on les lance vers Jupiter, puis Saturne, puis elles arrivent au moment où on veut, à l'endroit où on veut. On n'a pas vraiment besoin de la relativité générale d'Einstein pour faire ça. Newton, ça marche très bien. Mais Einstein, il y avait quand même des petits trucs qui accrochaient dans les prédictions de Newton. Einstein va donc étudier le problème et éventuellement produire une théorie qui, à l'époque, est une hypothèse, n'est-ce pas, là, au sens de on pense que c'est comme ça, mais ce n'est pas encore une théorie dans le sens où c'est un corpus scientifique validé par de nombreuses observations qui fait en sorte que on sait que c'est une représentation correcte de la réalité ou très, très bonne de la réalité. Donc, Einstein émet l'hypothèse de la théorie de la relativité générale en 1915-1916. Peu de gens comprennent ce qu'il a fait. Il n'y a pas de surprise là-dedans. Là, c'est assez innovant. Et peu de gens, Einstein y compris, considèrent que l'on est capable de valider cette hypothèse. Les prédictions font appel à des phénomènes qui sont tellement subtils que l'on ne croit pas être en mesure de valider ça. Mais il y a quand même des gens à l'époque qui pensent que oui, c'est peut-être faisable. Un, que Einstein a raison. Deux, c'est peut-être faisable de prouver ça. Et ce monsieur ici va en faire la démonstration. Vous ne savez pas c'est qui. Tout le monde connaît Einstein, mais personne ne connaît ce monsieur. Arthur Eddington, astronome, astrophysicien anglais, probablement l'un des meilleurs, des très grands astrophysiciens du 20e siècle. Méconnu complètement. Il a été évidemment anobli, c'est Sir Arthur Eddington, décédé maintenant. Mais à l'époque où Einstein publie sa théorie, il y a des idées de tester la théorie en utilisant le phénomène des éclipses de soleil. Il n'est pas le premier à y penser, mais il y a cette idée. Dans la théorie de la relativité générale d'Einstein, il y a une prédiction qui est faite que la lumière, qui en principe voyage en ligne droite, doit suivre une trajectoire courbée lorsqu'elle passe près d'une masse très importante. Le cas extrême, c'est le trou noir, n'est-ce pas? La courbure de l'espace devient tellement importante dans le cas d'un trou noir que même la lumière est recourbée sur elle-même, donc elle ne sort pas. C'est un trou noir. Alors, il y a cette prédiction que la lumière doit être déviée lorsqu'elle passe près d'une masse importante. Et le Soleil est une masse importante. Donc, Arthur Eddington va avoir l'idée suivante, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une éclipse totale de Soleil, c'est la nuit en plein jour. On voit des étoiles dans le ciel. Donc, si je photographie une région du ciel la nuit, n'est-ce pas, où je sais que dans quelques mois, le Soleil va se retrouver dans ce côté-là, parce que la Terre tourne autour du Soleil, donc le Soleil va être dans cette région. Si je photographie cette région du ciel, que je mesure précisément la position des étoiles, et que dans les mois qui suivent, quand la Terre a poursuivi son orbite autour du Soleil, le Soleil se retrouve dans cette région du ciel que j'ai déjà photographiée, et donc on est en plein jour et je ne vois pas les étoiles, mais s'il y a une éclipse, je vais les voir. Et je peux mesurer, photographier et mesurer la position des étoiles à ce moment-là. Donc, vous avez ici un montage photographique d'une éclipse totale de Soleil au-dessus, justement, d'un observatoire au Chili. Ça, c'est l'ACIA, c'est un observatoire de ESO, l'observatoire européen austral. Donc, vous avez cette éclipse de Soleil qui s'est terminée là, au coucher de Soleil. Ça, c'est l'horizon ouest ici.
Donc, vous voyez ici, là, le soleil est devenu complètement masqué. Alors, pendant quelques minutes, c'est la nuit, n'est-ce pas? Alors, Arthur Eddington va donc avoir l'idée suivante. On va préparer une expédition et on va aller observer une éclipse totale de soleil. En 1919, on prévoit une éclipse totale de soleil. Dans le cycle du Saros que je vous ai montré précédemment, on prévoit une éclipse totale de soleil le 29 mai 1919. Donc, quelques années avant, on va préparer l'expédition. Et là, je vais vous donner le contexte dans lequel ça se fait. En 1917, Arthur Eddington demande du financement au gouvernement anglais pour aller observer une éclipse totale de soleil dans l'hémisphère sud qui va passer au-dessus de la petite ville de Sobral et au-dessus de l'île de Principe, ici sur la côte occidentale africaine. Nous sommes en 1917. C'est la Première Guerre mondiale. Arthur Eddington va réussir à faire financer une expédition scientifique malgré le fait que l'Angleterre est en guerre, n'est-ce pas? Et ce n'est pas une somme négligeable. Pour l'équipement scientifique, il a besoin de 100 livres sterling, ce qui est l'équivalent d'à peu près entre 5 et 10 000 $ aujourd'hui. Et pour l'expédition même, parce qu'il n'y a pas d'avion qui se rend là, il n'y a pas d'avion, pas de vol commerciaux, donc on doit y aller en bateau. 2 expéditions, on veut maximiser les chances qu'il fasse beau, n'est-ce pas? 2 expéditions, ça va coûter 1000 livres sterling par expédition. Donc, on est dans les 60-70 000 $ par expédition. C'est quand même, ce n'est pas une somme négligeable, n'est-ce pas? Donc, il va réussir à convaincre le gouvernement anglais de financer les expéditions. Mais non seulement ça, il va les convaincre de financer une expédition scientifique pendant qu'on est en guerre avec les Allemands, et Einstein est un Allemand. Donc, il veut valider l'hypothèse d'un adversaire, puis il demande au gouvernement anglais de financer. C'est vous dire à quel point il devait être bon pour convaincre. Il a dû écrire une fichue de bonne justification. Mais donc, ils vont le faire. Et ils vont se rendre aux 2 endroits. Donc, Eddington va être à Principe, puis il va y avoir de ses collègues à Sobral. Vous voyez un peu l'idée générale, là. On regarde le ciel, on a photographié, on arrive des semaines avant, là. Je veux dire, on a déjà photographié le ciel sur des plaques photographiques. Et vous avez ici, le résultat. Alors, imaginez que vous avez des étoiles dans le ciel, le soleil se trouve être dans le chemin. Alors, une étoile qui est située ici, les rayons lumineux de cette étoile vont être déviés de leur trajectoire au passage, très, très près du soleil ici, et vont arriver à nos instruments. Et donc, de nos instruments, on va avoir l'impression que l'étoile n'est pas, non pas là, mais ici, un petit peu à droite, légèrement. Vous voyez tout de suite pourquoi je ne suis pas un acteur dans Star Trek, là, avec les phaseurs, là. J'y arriverai pas, là. Moi, je suis... mais donc, on voit un léger décalage. Vous avez ici une illustration qui montre, quand le Soleil, la position, les décalages de position de toutes les étoiles, parce que le Soleil est là. Et donc, ils vont réussir à observer. C'est assez fascinant parce qu'ils ont écrit un ouvrage, un article scientifique, qui est littéralement un roman d'aventure, qui explique pourquoi on le fait, évidemment, comment on a obtenu le financement, quelle sera la constitution des équipements, des équipages, combien de temps ça prend pour se rendre jusqu'à Sobral et à Principe, quel temps il faisait, comment ça a été compliqué d'installer l'équipement, puis à quel point, en plus, on a été chanceux, parce que dans les 2 cas, le ciel a été nuageux pendant une bonne partie de l'éclipse, mais comme s'il y avait une quelconque divinité qui avait décidé que ça va marcher ton affaire, mon Arthur, le ciel s'est dégagé à peu près pendant la phase de la totalité. Et ils ont des photographies. Donc, ça a été publié. Ça se lit comme un roman, cet article scientifique. Et vous avez, vers la toute fin, ici, là, une citation. « Ainsi, les résultats des expéditions en Sobral et Principe ne laissent aucun doute sur le fait qu'une déviation de la lumière a lieu au voisinage du Soleil et qu'elle est du montant exigé par la théorie de la relativité généralisée d'Einstein comme imputable au champ gravitationnel du Soleil. » Première validation scientifique de la théorie de la relativité générale. Il y en a comme ça toute une série de ces prédictions qui seront au fil des décennies validées
une après l'autre. La toute dernière, c'est la découverte de ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles qui remontent à 2016, un siècle après Einstein. Puis là, vous allez me dire, ouais, c'est bien beau, la relativité générale, mais qu'est-ce que j'en ai à faire dans ma vie? Eh bien, voilà. On a tous, presque tous, un bidule comme ça, dans lequel il y a un GPS, n'est-ce pas? Et le GPS vous dit, comme il m'a dit, dans 5 minutes, vous allez être arrivé, dans 200 mètres, tournez à droite, puis vous êtes arrivé, n'est-ce pas? On utilise un GPS. Le GPS, contrairement à nos sondes qu'on lance vers Mars et Jupiter, le GPS a besoin de tenir compte des effets de la relativité pour calculer précisément votre position sur la Terre. On dégrade un peu le signal là, des satellites et des tours pour nos GPS commerciaux. Côté militaire, on a une grande précision, mais ça marche, n'est-ce pas? Il vous dit dans 10 mètres, tournez, dans 50 mètres, etc. Je veux dire, si on ne tenait pas compte des effets de la relativité d'Einstein, le GPS, il fonctionnerait quand même, mais il ne serait pas précis. Il vous dirait, dans à peu près 500 mètres, probablement tourner à gauche. Ça serait à peu près ça. Donc, on n'aurait pas de GPS parce que ça ne marcherait pas. Je veux dire, personne ne se servirait. On utiliserait une carte, n'est-ce pas? Mais donc, ça marche. Vous avez Einstein dans votre poche arrière, n'est-ce pas? C'est littéralement ça. C'est votre guide. Et c'est dû au fait qu'on a, pour la toute première fois, réussi à valider la théorie grâce à une éclipse de soleil. Donc, les éclipses, ça sert à quelque chose, malgré tout. Donc, voilà. Je vais m'arrêter ici. Je vous laisse là-dessus. C'est un peu étourdissant. Je n'ai pas l'habitude de faire un truc en 45, 50, 60 minutes. D'habitude, je parle pendant des heures. Mais donc, voilà, comme le dit Charles Lamb, l'observation du ciel, c'est un peu angoissant, n'est-ce pas, essentiellement, mais c'est aussi à la fois très rassurant, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de rassurant là-dedans. Et voilà, je m'arrête. Et tout. S'il y a des questions.